Bienvenue à vous chez Victoria Game. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est là pour vous présenter le jeu Star Saga en présence de Pascal Bernard, qui fait parler de lui un petit peu en ce moment sur la toile, puisque c'est l'auteur de Jeanne d'Arc. Ouais, un très gros Kickstarter français Ouais. sur le Moyen-Âge. Joan of Arc même, si on veut Joan chercher. of Arc. Joan of Arc, si on veut tout à chercher. fait. Donc voilà, peut-être que tu nous en diras quelques mots tout à l'heure. En tous les cas, aujourd'hui, Star Saga, on a eu le plaisir de jouer ensemble à ce jeu et puis de découvrir un petit peu plus en profondeur les mécaniques et puis l'arrivée de ce produit au sein de son écosystème, au sein de ses produits concurrents. Tout à fait, mais en fait, avant, on avait déjà joué à Dungeon Saga et Walking Dead, Ouais, on c'est s'était vrai. déjà vu sur des vidéos. Ouais. Chez Trick Track, on peut Chez le dire. Trick Track, voilà, Ouais, c'est faut le ça. Donc c'est vrai qu'on suit les produits et qu'on aime bien ça, jouer de temps en temps ensemble pour découvrir ces nouveaux produits. Donc là, vraiment, Star Saga, qui est vraiment une évolution de Dungeon Saga, on peut le présenter comme ça. Alors justement, qu'est-ce que c'est que Star Saga? D'abord, c'est de la science-fiction, on n'est plus dans le fantastique évidemment. On parle de dungeon crawler, space crawler. Spaceship Crawler. Un spaceship crawler, comme dirait Enguerrand. Un clin d'œil à toi Enguerrand qui nous suit, qui organise les vidéos chez nous. Alors donc on se balade dans un vaisseau spatial, dans un univers qu'a créé Mantic. Donc évidemment Star Saga c'est un jeu Mantic avec une IP Mantic. Ça veut dire que depuis le départ, Ronnie Renton, qui est un ancien de chez Games Workshop, je crois qu'on le précise parce que quand on va balayer un petit peu l'esprit du jeu, on va retrouver des choses qu'on connaît vachement bien, a créé deux univers, un dans le fantastique et un dans la science-fiction. Et là on se balade effectivement dans l'univers de Warpass, avec des gentils, des méchants, et un thème assez principal, une contagion qui ressemble un petit peu à Resident Evil. Une contagion organisée par les méchants de manière à contenir toutes ces populations, et puis des gentils et des mercenaires qui essaient de se débrouiller là-dedans. Et donc c'est d'ailleurs tout l'esprit et l'histoire de Star Saga. On pilote une équipe de mercenaires qui vont chercher l'antidote de cette contagion. Évidemment, les méchants sont pas très d'accord, et donc le vaisseau spatial, les occupants du vaisseau spatial vont se défendre. Alors c'est vrai, tu as raison, on peut préciser que c'est un space opéra plus dans le style, moi je trouve, un peu de ce qui se fait avec les Gardiens de la Galaxie, des choses comme ça, où on a des contrebandiers ou autrefois des séries comme Firefly, où là il y a des séries aussi qui parlent de contamination, qui passent sur Netflix et ainsi de suite. Donc moi ce qui me paraît intéressant aussi, c'est un peu ce décrochage plus moderne, avec de l'infiltration, ça on en reviendra, ouais. On en reparlera, qui se détache un petit peu des ancêtres, c'est-à-dire des Space Hulk avec les aliens et les gros marines qui vont défoncer. Là on est vraiment sur quelque chose de plus infiltration, plus léger, et un petit peu plus aventure. Voilà. Qu'on avait déjà vu et bien souligné et repéré dans Walking Dead. Oui, tout à fait. Tout le monde s'attendait à un jeu de destruction de zombies où on montait en niveau un petit peu comme ses confrères. Et finalement, c'était de l'infiltration, on va chercher les petits objets. Et là aussi, il y a des gros développements sur la fouille. C'est-à-dire essayer de trouver des éléments, retrouver des codes, retrouver de l'équipement et ainsi de suite, qui est vraiment beaucoup plus fort que tous les jeux précédents qui avaient été faits. Quoi. Et moi j'ai envie d'en parler maintenant, peut-être qu'il aura fallu en parler après, mais aussi un mode nocturne dans lequel on va être capable de péter les ampoules et donc de progresser dans le noir, et évidemment dans le noir tout devient beaucoup plus compliqué. C'est ça, je dirais même sur les jeux vidéo, on pourrait dire presque du Metal Gear. Oui, exactement. Donc on est dans cet esprit un peu plus proche et qui se détache un peu de la science-fiction pure et dure, quoi, du Space Marines, moi je trouve vraiment. Alors, ça c'est très agréable, hein. C'est vraiment... alors effectivement, ce qui est important de préciser, beaucoup diront jeu de figurines. Là on vous présente des jolies choses peintes qu'on va montrer au zoom avec Enguerrand. Ce qui est important, c'est quand on ouvre la boîte, on a bien sûr des tuiles, des cartes, tout se rapproche du code du jeu de plateau, et des figurines déjà monobloc, déjà prêtes, déjà complètement prêtes à être jouées. Donc ça c'est très important, on se détache complètement du jeu de figurines, ce qu'a fait Mantic il y a fort longtemps, pour aller vraiment sur les codes du plateau. Voilà, voilà. Donc des cartes de personnages avec des compétences, des points de vie, de l'expérience qui permet d'aller chercher des trésors, des butins, des équipements. Donc on a une notion de campagne qu'on joue ou guidé avec des scénarios ou en format libre avec une campagne complètement libre.
des petites cartes de butin qu'on va aller chercher en fouillant effectivement. Ça, les tables, les bibliothèques, les trucs. Alors moi je voudrais Mm. préciser justement ce qui est intéressant, c'est que on revient sur d'anciens schémas qu'il y avait autrefois dans des vieux jeux comme HeroQuest ou des choses comme ça, voilà, où on avait des éléments de décor mais qui étaient en carton avec des bouts de plastique. Et là par contre ce qui fait la richesse aussi de ce jeu, c'est d'avoir tous ces petits éléments de décor qui sont vraiment présents, qui sont importants et qui ont un effet sur le jeu. Et qui vraiment habite le jeu en fait. C'était ça donne vraiment envie d'y jouer, de fouiller chaque pièce, d'ouvrir chaque boîte. Et d'ailleurs c'est même intéressant, c'est que bon effectivement donc je crois qu'on peut dire qu'il y a deux petits livrets de règles hein, quand on ouvre le jeu de plateau, un livret de règles qui va donner la ligne directrice hein, de comment on joue, on avance ses personnages, on a 2 actions. On se différencie pas trop de ce qui se passe chez nos amis de Star Wars et compagnie. 2 actions, j'avance, je fouille, je tire, je fais du corps à corps. Et après, on a bien sûr une histoire au sein de ce vaisseau spatial, mais parfois, on est dans une pièce, on nous indique rien, donc il y aura toujours 2 antagonistes, hein, on parle d'une sorte de maître de jeu, enfin de l'ennemi, du Nexus, ouais, et de l'autre côté, le groupe de mercenaires envoyé par Blaine. Et donc parfois le groupe de mercenaires il est un peu voué à lui-même et il est seul et il sait plus ce qu'il faut faire. Alors, et c'est en cherchant que... Alors ce qu'il faut préciser aussi c'est que là aujourd'hui on a posé tout mais ça se passe pas comme ça en fait. Hein. Exactement. C'est-à-dire que là on a vraiment posé tout le décor, on vous montre les figurines mais en finalité c'est comme Dungeon Saga, c'est-à-dire que vous allez dans une pièce et vous voyez pas ce qu'il y a autour, s'il y a des portes et donc vous êtes un peu plus restreint dans votre vision. On progresse à l'aveugle. On progresse à l'aveugle et on ouvre des portes et on découvre le plateau au fur et à mesure. Donc là, on est plutôt dans une démonstration de tout ce qu'il y a dans le produit pour montrer ce que pourrait donner, mais c'est presque quelque chose de plus démonstratif ou enfin une version finie. Donc là, on construit au fur et à mesure le plateau. Maladroitement ou adroitement, aujourd'hui, le seul produit qui existe réellement sur le marché, on peut dire que c'est Imperial Assault. Oui, tout à fait. Et donc, évidemment, on a envie de le comparer, même si comparer une IP Warpass avec Star Wars, ça n'a peut-être pas de sens. Par contre, ce qui est assez cool, c'est de voir que dans Star Saga, on va évoluer dans des réseaux de couloirs. Où on va découvrir des monstres, où on va chercher à passer par une porte qu'on va ouvrir au dernier moment, etc. On rentre pas dans des grandes arènes. Oui, et puis on n'est pas, par exemple, là, on n'est pas en extérieur, ou on n'est pas dans des villages comme Mos Eisley, dans Rebel Assault ou des choses comme ça. Donc non, les jeux sont très différents et surtout ils n'ont pas le même niveau de complexité. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est Star Saga, il est plus simple, il est plus ramassé, il est plus rapide. Donc voilà, il est destiné à être joué plus rapidement. Donc voilà, ça c'est. Moi je dirais qu'il est plus proche des anciens Space Hulk, disons, mais encore en plus rapide. D'accord. Alors justement, on se parlait des gentils, des méchants, c'est peut-être une grande caricature, mais des mercenaires qui vivent leur aventure et effectivement du maître du vaisseau qui se défend. Est-ce que toi tu as envie peut-être d'expliquer déjà comment le maître du vaisseau se défend, avec quelle mécanique on se défend? Enfin, ce qui est intéressant, c'est que le maître du vaisseau, le Nexus, va posséder des cartes. Qui vont lui permettre en fait de réaliser plusieurs choses et ces cartes vont avoir plusieurs pouvoirs. Alors non seulement un pouvoir qui est généralement assez puissant, qui va permettre par exemple de déclencher des mouvements supplémentaires, d'obtenir une main de cartes plus grande parce qu'on n'a que 3 cartes, mais aussi qui vont servir à obtenir des renforts. C'est-à-dire que vous avez votre carte, vous devez l'utiliser de 3 manières. Soit pour jouer son pouvoir, soit pour obtenir des renforts, soit pour la sacrifier et activer un personnage supplémentaire parce que chaque scénario va donner au Nexus le nombre de personnages qu'il va jouer. Donc par exemple, si j'en ai 6, mais que j'ai qu'une activation de 3, je ne pourrai activer que 3 personnages, 3 figurines, mais je pourrais sacrifier des cartes de ma main, c'est-à-dire 1, 2 cartes, voire 3, en fait, pour activer des personnages supplémentaires. Le seul problème, c'est lorsque je devrais reprendre des cartes, eh bien en fait j'en prendrai moins que prévu, je ne compléterai pas à 3 mais à 2. Donc c'est intéressant parce qu'à un moment donné je peux donner un coup de boost, mais je subirai les effets le coup d'après. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu du card driven, c'est-à-dire que j'ai un multi-choix d'utilisation d'une carte, je ne suis jamais bloqué. Donc si le pouvoir ne me convient pas, je le garderai ou je la sacrifie pour des renforts ou je la sacrifie pour activer. Donc on n'est jamais bloqué avec ces 3 cartes. Donc ça c'est très intéressant. On peut aussi rajouter que dans les scénarios, au départ, vous devez constituer votre main. Alors on constitue un deck X cartes de différents niveaux, X cartes niveau 2, X cartes niveau 3. Et surtout d'événements.
Et ces événements vont déclencher alors des trucs pas très sympas comme des alertes, des sirènes d'alarme, des choses comme ça, qui vont augmenter le niveau de renfort ou l'activation de mes personnages. Je peux gagner un niveau supplémentaire d'activation, passer de 3 à 4. Je peux gagner à chaque fois que je joue 2 renforts supplémentaires, et ainsi de suite, qui sont des points et qui correspondent au coût des figurines. Donc au fur et à mesure du scénario, ces événements qui sont mis à certains moments et à certains endroits dans son paquet vont donner un coup de pression aux mercenaires. D'accord. Ça, c'est très... Et aussi, peut-être ce qu'on peut rajouter, évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, il y aura des grands chefs, des grands boss qui vont arriver, qui eux seront beaucoup plus forts, mais d'une manière générale, les méchants, les habitants du vaisseau sont un petit peu de la troupaille, et donc c'est ça, des gardes, des marines, qui vont plutôt ralentir la progression des mercenaires et du coup les faire échouer dans leur objectif principal, mais c'est de la gestion de ressources pour ce qui est du méchant. Alors c'est ça, c'est-à-dire que les troupes qu'a le Nexus sont soit des éléments bloquants, c'est-à-dire dans le jeu il y a des zones de contrôle et on vient se coller aux mercenaires et l'engager au corps à corps vraiment pour le gêner. Voilà. Ou alors sinon ce sont des tireurs qui vont vous allumer de loin et qui vont concentrer leurs tirs. Et justement les cartes permettent des actions combinées, soit d'attaque, soit de tir, qui vont faire que en ciblant un mercenaire, on va obtenir beaucoup plus de bonus et beaucoup plus de dégâts. Donc justement, ça c'est intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que ces cartes contraignent un petit peu le joueur, mais justement c'est ça qui donne un peu la saveur, c'est qu'on fera pas n'importe quoi et qu'on doit construire un plan par rapport à ces cartes. Donc c'est ça qui est en fait très agréable. Le mercenaire est libre, il fait comme il veut, mais nous on doit faire au mieux avec nos cartes. Et avec cette montée en puissance. Voilà. Et alors, de l'autre côté, parce qu'il faut aussi expliquer ce qui se passe du côté des mercenaires, mis à part dans les scénarios de fin où on va jouer tous les mercenaires, effectivement, on a globalement... On a 6 personnages à jouer. Oui, c'est ça. Et on choisit son équipe, on peut choisir son équipe. On peut choisir son équipe en fonction d'un nombre de points si on veut le jouer autrement. Voilà. Mais les scénarios, généralement, vont dire, bah voilà, vous allez prendre pour cette partie Alice, Diablo et puis Vras. Et donc, sur chaque profil, d'une manière générale, va être plus ou moins fort au corps à corps, plus ou moins fort au tir, plus ou moins fort en tech, pour ouvrir les portes, en technique, c'est ça. Pour pirater les terminaux, les choses comme ça. Donc ce sont des actions. Voilà, donc des actions différentes. Et puis chacun a ce qu'on appelle un exploit sur sa carte. Rigolo. Et c'est presque la clé du jeu. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va déclencher ce feat. Il faut le déclencher au bon moment. Bon moment, voilà. Puisqu'avec une bombe, on peut péter toute une pièce. Oui, mais il n'est utilisable qu'une seule fois dans la partie. Une fois que c'est joué, c'est fini. Mais pour expliquer un peu aux gens ce que c'est qu'un feat, le héros du corps à corps, Vras, qui est un espèce d'assassin surentraîné qui cherche à découvrir pourquoi il en est arrivé là, et ben quand on va déclencher son feat, il va être capable grosso modo de tuer à peu près tous les habitants tous les habitants. En fait, à chaque fois qu'il va réussir, il va pouvoir réengager un combat en se déplaçant de 2 cases et ainsi de suite, ce qui fait qu'il peut enclencher comme ça quelque chose d'assez terrifiant. La dernière fois qu'on l'a essayé, on a fait 5 morts. Ouais, 5 morts, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je me suis fait décapiter tous mes personnages dans une salle. Là, ça a été... Bon, mais rassurez-vous, ils sont à peu près rentrés juste le tour d'après. Peut-être pas 5 d'un coup, mais 3. Non, il y en a plusieurs qui sont rentrés. Parce que justement, l'idée de ces cartes, c'est que quand vous avez un coup de mou, par exemple, vous allez plutôt les jouer en renfort et il va y avoir des vagues d'arrivée qui vont venir rétablir la situation. Donc en fait, même si on se fait, disons que les personnages, les gardes sont vraiment là pour être tués, ils arrivent quand même, on arrive facilement à les ramener. Donc ça devient vite pénible pour les mercenaires. Alors moi, il y a un autre truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'évidemment, on va retrouver tous les stéréotypes avec un univers et des races un peu différentes. On va trouver le tireur, on va trouver le bourrin corps à corps, on va trouver le mec qui fait du lance-flamme qui va en griller plein d'un coup. Moi je trouve même c'est très très marqué jeu vidéo en fait. On a vraiment des robots qui est assez rigolo, hein. C'est presque un robot comme dans Portal qui va aller faire plein de petites astuces, de choses comme ça, on a presque envie qu'il parle. Mais il y a un autre truc aussi qui est très rigolo, c'est qu'on a des effets comme tu disais de l'infiltration, mais on a aussi des effets qui nous permettent de nous pencher pour tirer. Oui, je pense qu'il faudrait l'expliquer. Ouais. C'est quelque chose d'assez rigolo, c'est-à-dire que quand on ne voit pas un adversaire, on peut se mettre par exemple dans un coin et on avance sur la case
devant pour essayer de le virtuellement, voir virtuellement, exactement. Ce qui fait que ça donne une grande fluidité et ça donne vraiment la sensation des combats, même à la Matrix ou à d'autres trucs, où le gars se penche, voilà, il se penche, il tire, il mitraille un gros coup. On est dans la partie de paintball. Ah ouais, c'est exactement ça, mais c'est très bien. Donc ça va véritablement donc, avec cet esprit mercenaire, jeu vidéo, presque Call of Duty Infinity, quoi. Ouais, mais alors c'est vrai, voilà. C'est vrai. En tout cas, donc une grande variété, une grande richesse. Et puis les évolutions de l'XP. Alors ça, l'XP, moi, ça m'a rappelé Mordheim, parce qu'on est dans cet esprit-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré ces jeux. Qu'est-ce qui se passe ici? On démarre avec un petit trombone. Au demeurant, c'est vrai qu'on n'utilise pas tous les jours ça dans les jeux de plateau, jeux de figurines. Et au fur et à mesure qu'on fait des morts, eh ben, on va venir. Alors qu'on fait des morts ou qu'on réussit des actions, par exemple, trouver du butin, pirater, des choses comme ça. Ça permet d'augmenter l'XP et de monter l'XP, et quand on atteint le niveau du dessus, alors on tire des compétences. On tire des compétences, et ces compétences, c'est des armes bonus qui vont nous faire devenir meilleurs. Alors, ce qui est bien fait, moi je trouve aussi très jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est que là, ça se fait pendant la partie, c'est-à-dire qu'on gagne ses compétences pendant la partie, et chaque personnage, en fait, a des arbres de compétences, combat rapproché, vitesse, donc il peut pas aller chercher dans toutes les compétences, il est quand même ciblé. Il y a aussi l'arbre général. Et en fait, le truc qui est très rigolo, c'est qu'on va prendre des cartes de chacun de ces arbres de compétences. Donc on prend toutes les cartes combat rapproché, général et tout, on les mélange et on en tire 3 et on choisit. Et une fois que cette carte est retirée, plus personne ne peut l'avoir. Un petit peu de hasard, mais on choisit. C'est pas tant du hasard que ça. Ça donne que les personnages vont évoluer et surtout, ça donne un bon équilibre parce qu'on va éviter d'avoir 3 gars qui vont avoir tous les bonus en tir parce qu'à chaque fois, ils vont essayer de les prendre en compétences. Et donc ça, c'est vachement intéressant. Et il y a une petite note qui a mis Mantic là-dedans qui est très intéressante, c'est qu'il dit si vous faites du format campagne, vous gardez l'XP de vos personnages, etc. Alors on vous incite très fortement à forcer les joueurs à changer de personnage. Et c'est une petite note qui paraît rien du tout, mais en définitive, l'idée c'est de se dire créer des personnages cohérents, parce que si c'est pas vous qui le jouez, il faut que ce soit fun quand même. Et moi j'ai trouvé ça super cool. Alors il y a un autre truc aussi que vous avez remarqué en Garand, et c'est vrai sur Dungeon Saga, on est limité dans la perte de points, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, ce qui des fois fait des parties très tendues parce qu'un joueur peut se prendre plusieurs dégâts dans le même tour. Et on a des effets très particuliers avec le robot qui a un bouclier. Et donc, il va falloir aller le chercher au corps à corps pour pénétrer le bouclier. C'est un peu comme dans Dune où on pénètre le bouclier parce que tout doucement on rentre la lame à travers le bouclier. Et donc, c'est assez rigolo. Sinon, il est protégé. Et alors, justement, dans le format XP, on pourrait se demander, mais alors, si on n'a plus le point de vie, qu'on avait gavé d'équipement, on avait capitalisé là-dessus, il est mort. Ben non. Encore une fois, c'est un point de règle campagne qu'on décide d'adopter ou pas. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est si on adopte le mode campagne avec ses potes, eh ben on peut jeter les dés, et je crois qu'on va s'en parler parce que c'est vachement important. Et pour chaque succès, eh ben en définitive, partout où il y a un bouclier, on va récupérer un nombre de points de vie. C'est-à-dire que si on décide de rejouer son personnage qui est mort, qui a été balayé au cours d'une partie, on va pouvoir le rejouer, mais évidemment, on va peut-être pas le redémarrer, moins efficace. Il va pas être donc on perd pas l'équipement, c'est ça qui est cool. Ça. Et puis alors donc le système de dés aussi qui nous change complètement de Dungeon Saga. Ça c'est une révolution. Qui est très très bien, donc avec différents... Alors je pense que tu peux en parler. Bah écoute, oui, enfin bien sûr. Bon, les dés rouges pour attaquer, les dés bleus pour se défendre. Ensuite une symbolique simple. Quand il y a une phase où il n'y a rien du tout, il se passe rien, c'est facile à petit dégât. Un petit dégât, une petite tâche, un gros dégât, une grosse tâche, et puis l'incident de tir. On retrouve dans tous les jeux Mantic. C'est pas l'incident de tir. Non, pas l'incident, c'est le super dégât, c'est le coup critique, voilà, c'est ça. Alors ça c'est vrai que c'était l'incident de tir dans Walking Dead, mais pas là c'est en tout cas, quand on voit ce truc là, c'est toujours la merde. Enfin pour celui qui reçoit là. Ah non, alors justement, il y a pareil chez les bleus. Alors c'est ça qui est bien pensé, qui est bien foutu. C'est qu'il y a des boucliers qui correspondent en fait à chacune des faces. Donc un bouclier peut annuler l'équivalent de sa face ou inférieur. Donc par exemple un bouclier de coup normal va annuler un coup normal, mais aussi un petit coup. Mais par contre il ne peut pas annuler le coup critique. Il faudra faire un bouclier de coup critique. Donc ce jeu d'équivalence de bouclier en fait est très sympa. Pour le système de tir. Je crois que pour les gamers, on pourra juste dire si on fait vraiment une table d'équivalence, c'est bien sûr du D6 avec finalement 4 combinaisons possibles, rien du tout, le 6 est du petit et du grand, donc 4 combinaisons possibles, tout en sachant que le 6 est un espèce d'irrésistible
qu'on peut pas bloquer, sauf si on a évidemment une défense Et irrésistible. bien sûr, chaque bouclier bloque un dé. Donc si par exemple si vous avez 3 petits tirs, même un gros bouclier bloquera que un petit tir, donc il ne bloquera pas. Donc dans ce cas-là, je prendrai quand même un dégât. J'ai fait tomber le 2, mais bon, voilà. Donc ça c'est aussi intéressant parce qu'on peut... Et alors les bonus de placement justement, parce qu'évidemment on va dire, mais alors, quand on avance, et c'est là que c'est vraiment très cool cette utilisation de dés, de base un personnage a toujours un nombre de dés, donc par exemple là j'ai pris l'ancienne Marines qui est très forte au tir, et donc avoir 4 dés à lancer, si elle décide d'attaquer. Et derrière après, elle va prendre pour cible un ennemi, ici, qui va avoir une défense, et donc lui il va avoir 3 dés de défense. Tiens, voilà. Les situations de bonus vont faire que si je suis en bonne situation, bon, on peut déjà peut-être résoudre ça, tout à fait. C'est de se dire qu'on a un coup critique ici, donc on va le résoudre. Celui-là il va être annulé, celui-ci va être annulé, c'est-à-dire chaque truc. Et en fait celui-ci ne peut rien annuler puisque les coups sont supérieurs. Donc on va lui mettre 2 blessures. On va lui mettre 2 blessures, un coup critique et un coup moyen, et mon bouclier, petit bouclier, n'a pas marché. Donc voilà. Et s'il y avait une situation favorable pour l'attaquant, il aurait pu lui dire bah, je vais retirer un dé parce que je suis dans ton dos et donc tu vas avoir un dé pour te défendre. C'est ça, exactement. Alors les attaques dans le dos, les attaques en supériorité numérique, les attaques aussi qui sont faites quand votre personnage est blessé, ou ainsi de suite, font des bonus et des malus en attaque ou en défense. Et on a même vu que... Donc c'est très très simple, on a 4 ou 5, et en fait les dés sont hyper agréables parce que quand on joue, ça arrive très vite, on comprend tout de suite, c'est hyper rapide, hyper violent, et donc c'est vraiment extra, on n'a pas besoin de penser. Quoi. Et je rajouterais même tout de suite le système. Il y a un truc souvent que dans les jeux on va rapporter des bonus, des plus 1, des plus 1D, des plus 18, tout ce qu'on veut. Mais là ils sont très très simples. Et ils sont très simples et on a même souvent une tendance à les retirer les dés, ce qui rend les choses plus simples parce qu'il n'y a pas une amplitude de combinaison on possible. diminue en fait le nombre de dés, on n'en rajoute pas. La plupart du temps ce sont des diminutions soit pour le défenseur soit pour l'attaquant, ce qui fait que ça se résout encore plus rapidement. Voilà. Et généralement aussi ce qui est assez sympa c'est que le jeu est très nerveux. Donc en fait on a quand même il y a du dégât. Il y a du dégât tout le temps. On peut pas se passer un tour sans qu'il y ait de dégâts. C'est rare d'arriver, c'est hurrah qu'on arrive à annuler une attaque totale parce que souvent ça mitraille dur. Hein. Et puis autre chose, puisque dans nos petites parties d'essai, je pense qu'il faut en parler, c'est pas le gentil et le mercenaire qui gagne. Ça veut dire que... Pour l'instant, non, j'ai eu de la chance en jouant Nexus, j'ai souvent gagné. Mais ça veut dire qu'il y a un bon équilibre. Il y a un bon équilibre, mais il y a aussi un apprentissage à faire du côté du joueur mercenaire qui est un petit peu plus complexe parce qu'il possède plus de pouvoir, alors que moi je les possède sous forme de cartes, donc je fais avec ce que j'ai, alors que là il y a une combinaison quand même de mercenaires qui fait que l'apprentissage du joueur mercenaire il devient de plus en plus efficace plus il joue. Donc au début, il y a peut-être une chance de se prendre une tannée avec le mercenaire, parce qu'on ne sait pas tout parce qu'on sait pas quand l'utiliser. Quand l'utiliser, bien l'employer, que comment ça s'appelle, les salles se construisant au fur et à mesure, on ne sait pas ce qui va nous tomber derrière, donc des fois on se dit, j'utilise trop tôt ma grenade, j'utilise trop tôt mon exploit, puis après la salle elle est encore pire, donc c'est ça. Mais je pense que c'est un jeu qui justement gagne en expérience, où l'utilisation des mercenaires devient de plus en plus efficace avec le temps. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas écrasé immédiatement par les mercenaires. C'est-à-dire que le joueur Nexus a vraiment l'intérêt, du plaisir à jouer. Quoi. Et puis autre chose qu'on peut se dire, c'est que... différent de notre ancien Space Crusade où le pauvre joueur qui jouait le mal, le chaos, se faisait écrabouiller par les Marines. L'obligation c'est de faire 2 parties pour être sûr de tourner. Donc non, et puis autre chose aussi, c'est que... là c'est un peu tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'à un moment on va raser tout le monde jusqu'au bout, on arrive à la dernière porte, chacun est hyper tendu et tout. Tous les scénarios qu'on a fait, on a fini comme ça, on a fini dans la dernière salle près de la porte, parce que c'est globalement ça nous emmène jusque là et à la fin il y en a trop. Donc il y a une bonne énergie et aussi pas des parties très longues, hein. Enfin, on peut le dire aussi, c'est plutôt assez rapide. Combien de temps on pourrait se dire dans le concret pour des débutants ils vont mettre peut-être une petite heure et quart, 1h30 quoi. Peut-être 1h30. 1h30 parce que ça en débute et tout, puis après ça vient vite quoi. Après ça reste 1h30 parce que faut pas se mentir, plus on se régale, plus on a envie. Alors des fois en plus on prend du temps, on réfléchit, on se dit est-ce que je vais rentrer par là et tout, donc voilà. Moi parce que j'aime beaucoup Dungeon Saga, je tiens à dire que alors, pour ceux qui ont connu, c'est vraiment une version pour moi Advanced quoi, vraiment améliorée de Dungeon Saga, qui est un très 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 bon jeu, et là ils ont vraiment su donner le côté je trouve Space Opera. Vraiment, ils sont allés vers quelque chose de plus violent, plus dynamique. Plus dynamique, et puis
on parlait des dés, ça fait rigoler de se dire mais pourquoi ils s'acharnent à parler d'un D6 ou d'un dé avec des Ouais, petites faces. tout à fait. C'est que ça va tellement plus vite Ah non, non, voilà. Et bon, donc ouais. voilà, et bon bah je crois qu'on a un peu tout dit là sur les butins, les choses comme ça. Tout Ouais, ce qu'on trouvait, les ergonomies. Bah, en fait, il y a deux modes. Alors, hein. Il y a un mode jeu de plateau traditionnel, un mode jeu de campagne. Ouais. Il y a une extension à prévoir. Il y a un mode coopératif aussi. Ah oui, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, c'est-à-dire qu'on peut jouer ensemble contre le Nexus, qui est régi justement sur les cartes où il y a l'explication de comment ça se passe. Alors c'est quand même un joueur qui va incarner le Nexus, qui va devoir jouer ses cartes pour bouger les troupes, mais on joue quand même en coopératif. Avec une intelligence artificielle. Une petite intelligence artificielle, exactement, qui va gérer ces choses-là. Donc, ouais, bah, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Ouais. Je parlais tout à l'heure de l'extension parce que c'est pas un one-shot. Mantic aujourd'hui veut continuer à développer comme ils l'ont fait avec Dungeon Saga, avec plus de boîtes, plus de nouvelles créatures, plus de nouveaux vaisseaux, plus de nouvelles histoires. Tout à l'heure j'ai parlé d'IP, alors évidemment derrière Star Wars ça fait rigoler, mais quand on voit ce que fait Mantic aujourd'hui, ils cherchent réellement à développer leur univers, et donc à continuer à grandir. Ça veut dire qu'il y aura une durée de vie sur le jeu au-delà des 12 scénarios. Moi, je pense qu'on peut dire aussi que maintenant on se détache de plus en plus de Game Workshop en fait. C'est-à-dire que même si on a du spaceship crawler dans les deux, maintenant on a une différence de plus en plus marquée sur les univers et sur la manière de jouer des jeux. Donc même si c'est normal, c'est l'histoire commune, c'est Ronnie Renton qui a travaillé chez Game Workshop et qui était responsable et ainsi de suite. Donc il y a un point commun, mais il y a vraiment des divergences qui commencent à s'affirmer plus fortement, véritablement. Donc exactement. voilà, c'est ce qu'on voulait vous présenter, c'était ce jeu parce que nous on y a pris beaucoup de plaisir. Ouais. On va peut-être y retourner. Voilà, c'était vraiment une véritable alternative par rapport aux autres jeux, aux quelques autres jeux, parce que les Space Crawlers, les Spaceship Crawlers sont très rares en fait. Il n'y a pas beaucoup de concurrents. Et puis là, on commence véritablement à avoir quelque chose qui va se construire avec les personnages, les décors et ainsi de suite. Donc voilà, un beau projet. Un beau projet, et puis on espère une belle suite. En tous les cas, n'hésitez pas à le découvrir. Je pense qu'on essaiera de faire une deuxième vidéo, peut-être axée plus tutoriel pour parler un peu plus de la mécanique. C'était une présentation globale, rapide. Mais ouais, ça mérite du tutoriel. En tout cas, c'est un jeu très profond qui mérite sans aucun doute le détour. Et tous ceux qui sont amateurs de jeux vidéo, je pense qu'ils s'y retrouveront tout à fait là-dedans. Bon, bah super. Voilà. Bon, bah merci à vous. Merci à toi, Pascal. Merci, avec plaisir. À une prochaine alors. À une prochaine. Allez, à très vite. Au revoir.